Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 à Bretagne. Allez, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour Bruno Salomon. Bonjour Laurent, ça va? Bonjour Brieg. Bonjour. Bonjour professeur Guggenbuhl, Pascal de votre prénom. Et bonjour Colette, bienvenue à tous. On va s'intéresser ce matin à l'ostéoporose, une maladie qui entraîne une grande fragilité osseuse et donc de multiples fractures. Comment la prévenir, comment la traiter? Vous verrez que le CHU de Rennes a mis au point un parcours de soins spécifique. Le rhumatologue Pascal Guggenbuhl le détaillera pour nous. Et puis nous écouterons le témoignage de Colette qui vit avec cette maladie. Elle nous expliquera les implications que cela peut avoir sur son quotidien. Nous mettrons également en lumière une autre pathologie, la misophonie, une ultra-sensibilité à certains sons, un trouble qui touche des millions de personnes, peut être très handicapant, voire être une vraie souffrance pour les misophones. Les misophones, c'est justement le titre du premier roman de l'acteur et humoriste Bruno Salomon qui sera en dédicace ce soir à Rennes et qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés en cette matinée. Comme chaque mardi, nous vous présenterons aussi un projet soumis au financement participatif sur la plateforme Kengo. Cette semaine, c'est le projet musical de Briac Gerveno qui prépare la production de son 4e album. Enfin, du 22 au 22 mars, c'est la fête de la nature en Bretagne. Vous découvrirez le programme en compagnie d'Olivier Norvez, médiateur scientifique à la station biologique de Pimpon. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, bienvenue à vous chez vous également, à vous téléspectateurs. On va tout de suite commencer, je vous le disais, par parler de l'ostéoporose. Eh bien, on va voir immédiatement en image l'ostéoporose. Qu'est-ce que c'est exactement? Jean-Paul récupère la balle, il dribble, il s'élance pour tirer à 3 points et oh, il semblerait que sa hanche l'ait lâché. Il semblerait surtout qu'il ne soit pas très raisonnable, Jean-Paul, car il souffre d'ostéoporose. D'ostéo quoi? L'ostéoporose, c'est une maladie osseuse qui favorise l'accélération d'une difficulté à réparer nos vieux os. Je vous explique. Tout au long de notre vie, nos os se régénèrent grâce aux protéines, mais aussi grâce à certaines hormones. Mais avec l'âge, la réparation des tissus se fait plus rare et compliquée. Donc les os s'abîment. C'est pour ça qu'on se casse plus souvent le poignet à 80 ans qu'en faisant les 400 coups à 25 ans. Et comme une injustice ne suffit pas, figurez-vous que les femmes sont plus touchées par cette maladie, une fois passé le fameux cap des 50 ans. Une femme sur 4 contre un homme sur 8 en moyenne, injuste on vous a dit. La raison, c'est la fameuse ménopause, où les œstrogènes diminuent, alors que ce sont ces mêmes hormones féminines qui permettent la régénération des os. Et l'ostéoporose provoque de sacrés dégâts. Près de 400 000 fractures chaque année en France tout de même. Alors pour prévenir les risques et renforcer les os, il y a une règle d'or à respecter. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On mise sur le calcium et sur les vitamines D, avec les légumes verts, le jaune d'œuf ou le beurre. Mais avant de se casser quoi que ce soit, il est possible d'être diagnostiqué en faisant un test qui mesurera votre densité minérale osseuse. Et mieux vaut prévenir que guérir, alors faites du bien à votre corps en pratiquant une activité physique régulière. Il vous remerciera. C'est rock'n'roll l'ostéoporose. Allez, professeur Pascal Guggenbuhl, vous êtes le chef du pôle locomoteur au service de rhumatologie au CHU de Rennes. Vous dites que l'ostéoporose est la maladie des fractures qui ne devrait pas arriver. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, quand on a une fracture, tout le monde a eu une fracture, on connaît quelqu'un qui a eu une fracture et ça survient après un traumatisme, et souvent un traumatisme assez violent. Et en fait, la particularité de l'ostéoporose, c'est que c'est une maladie qui survient, les fractures en tout cas, après un traumatisme à faible énergie. Et le prototype de ce traumatisme à faible énergie, c'est la chute de sa hauteur. Et le fait de faire une fracture après une chute de sa hauteur, eh bien, c'est pas normal, ça ne devrait pas se voir. Et donc, ça doit être un signe d'alerte pour dépister une éventuelle ostéoporose. Qui est concerné? Plus les hommes, davantage les femmes? Alors, plus les femmes, comme ça a été dit dans le reportage. Donc vous avez des pourcentages à nous donner, peut-être? Notamment les femmes après la ménopause. Et c'est vrai que bon, les pourcentages varient, mais entre 30 et 50% des femmes après la ménopause vont faire une fracture ostéoporotique. Et les hommes sont moins concernés, entre 10 et 15%, mais ils ont été les grands oubliés de cette maladie pendant très longtemps. Mais finalement, on s'est aperçu qu'ils faisaient aussi des fractures ostéoporotiques, moins souvent que les femmes, mais avec des conséquences qui sont plus graves souvent. Est-ce qu'on connaît les causes de cette maladie? Il y a des facteurs héréditaires ou pas?
Alors les facteurs héréditaires, ils sont surtout pour l'acquisition du capital osseux. Il y a beaucoup d'hérédité là-dedans. Et donc, si on a dans sa famille quelqu'un qui a fait une fracture ostéoporotique, eh bien, on est plus à risque que soi-même, comme beaucoup de maladies. Et il faut peut-être faire un dépistage de façon plus précoce. Les causes, eh bien, comme ça a été dit là encore dans le reportage, c'est avant tout la ménopause. Pour une raison simple, c'est que les oestrogènes préviennent la résorption osseuse. L'os, de façon physiologique, va se renouveler en permanence. Et donc, il y a des cellules qui vont résorber de l'os et des cellules qui vont en reformer de manière à renouveler en permanence ce matériau. Et donc, les oestrogènes préviennent la résorption osseuse. Et donc, à la ménopause, eh bien, on va avoir une levée de la résorption osseuse et une augmentation du risque. L'âge est aussi un facteur de risque dans les deux sexes, cette fois-ci, pour tout un chacun. Et donc, les gens qui ont des antécédents familiaux eh bien, sont à risque d'ostéoporose. Alors, il existe fort heureusement des moyens de diagnostiquer cette maladie. Et pourtant, vous dites qu'il y a une prise en charge insuffisante de l'ostéoporose en France. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors, pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Oui, dans le monde, oui. Et même le nombre de densitométrie osseuse réalisées donc pour le dépistage et le nombre de traitements mis en route a tendance à diminuer. En gros, sur 100 personnes qui devraient être traitées, il y en a au mieux 30 qui le sont pour des fractures qu'on dit majeures, c'est-à-dire par exemple les fractures du fémur, les fractures de vertèbres, qui sont des fractures dont on connaît la gravité parce que sont d'abord des fractures qui diminuent la qualité de vie des personnes. Et puis ensuite, ce sont des fractures qui vont augmenter la mortalité, notamment chez les personnes les plus âgées. Vous avez des chiffres pour ça? C'est-à-dire que, par exemple, quand on a une fracture du col du fémur, on a plus de risques de décéder dans l'année qui suit? C'est vrai, ça? Oui. Vous avez les chiffres? La mortalité, ça augmente avec l'âge, bien entendu, mais c'est de l'ordre entre 10 et 20% dans l'année qui suit la fracture. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cette maladie. Et comme on a des traitements efficaces, eh bien, il faut essayer de traiter les patients qui ont fait une fracture de nature ostéoporotique. Et bien souvent, ça accélère même l'arrivée dans une institution médicalisée. Voilà, souvent. Tout à fait. Parmi les gens qui ont eu une fracture et qui survivent, fort heureusement, eh bien 30% après une fracture du fémur vont être institutionnalisés. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre leur autonomie, ils vont être obligés de quitter leur domicile, leurs habitudes, et c'est vraiment un tournant qui est parfois dramatique dans la vie des gens. Donc les retentissements sont importants, on l'a vu. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir l'ostéoporose? Alors il y a des moyens de prévenir. La première chose, c'est de faire un bon capital osseux. Donc ça se fait dans l'enfance et dans l'adolescence. Et ça, c'est essentiellement l'apport de calcium, principalement sous nos latitudes, sont les laitages, l'activité physique et la vitamine D quand on en manque. Et tout au long de la vie, eh bien, il faut s'efforcer de prévenir ça. Et ensuite, quand on est dans la maladie, eh bien, on a des médicaments qui sont efficaces pour diminuer le risque fracturaire. Alors vous proposez, vous, au CHU de Rennes, un parcours de soins très précis qui s'appelle le service de liaison des fractures. De quoi s'agit-il exactement? Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors oui, on a mis ça en place parce que la littérature scientifique a montré que c'était finalement un des moyens les plus efficaces pour la détection et la mise en route des traitements. Et donc, lorsque une personne arrive au CHU, aux urgences, en traumatologie, et qu'il a fait une fracture qu'on a identifiée comme ostéoporotique, eh bien, on lui propose de rentrer dans le programme où il va y avoir un dépistage avec la densitométrie osseuse, un certain nombre d'examens biologiques qui sont nécessaires et une consultation finale pour la mise en route des traitements, bien entendu en lien avec le médecin généraliste pour poursuivre après la thérapeutique. Donc avec un médecin de ville, il y a un suivi tout à fait possible. C'est très très important qu'il y ait un lien ville-hôpital. Merci beaucoup, professeur Guggenbühl. On écoutera tout à l'heure le témoignage de Colette. Colette, vous êtes atteinte de l'ostéoporose. Enfin, je vis heureuse quand même. Et je vois ça. Et vous nous direz un petit peu justement les impacts que ça peut avoir sur votre quotidien. En tout cas, vous gardez le sourire. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va maintenant évoquer un trouble qui n'est pas aujourd'hui reconnu comme une maladie, ce qui est fou, qui n'est d'ailleurs pas dans le Larousse. Et pourtant, la misophonie, c'est bien une pathologie réelle qui fait qu'on est ultra sensible à certains sons. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Bruno Salomon, bienvenue à vous. Merci. On est très heureux de vous avoir à nos côtés. On vous connaît bien sûr comme humoriste, acteur et maintenant auteur. Vous venez de publier un premier roman intitulé Les misophones aux éditions du Cherche Midi. Il y avait besoin d'écrire un livre sur ce sujet? Parce qu'il y en avait pas parce qu'il n'y avait aucun ouvrage là-dessus. Ça n'a jamais été... on n'en a jamais parlé dans aucune fiction, il me semble pas. Enfin, en tout cas, j'ai cherché un petit peu partout, mais
C'était aussi un moyen d'embarquer les gens, parce que c'est un roman, moi je suis pas professeur, hein, donc c'est pour embarquer les gens dans une histoire. C'est une histoire d'amitié avant tout, entre deux misophones. Donc il y en a un qui va révéler l'autre et lui faire comprendre en fait sa pathologie. Alors vous disiez c'est pas une maladie, non, ça n'est pas officiel, c'est pas dans le DSM-5 qui classifie toutes les maladies, et donc ça sera un trouble discret. Donc, pour identifier bien ce que c'est, donc c'est la haine des sons. C'est lorsque vous allez au cinéma, par exemple, vous entendez quelqu'un qui mastique des pop-corn à côté de vous, ça peut vous être insupportable, à un tel point que vous avez envie de l'étrangler ou non, mais c'est ça, et ça peut. Certains vont changer de place. Certains vont changer de place, mais après on va se fabriquer d'autres bruits. Ça peut être la respiration, ça peut être des bruits de crépitement de papier, etc. Mais c'est hyper agaçant, ça, pour connaître. Vous êtes aussi un petit peu sensible. Je me demande. On est nombreux, on serait plus ou moins tous sensibles à certains bruits. On dirait quoi, 15% de la population? D'après c'est un peu comme pour les hommes qui souffrent d'ostéoporose, on disait c'est un peu les mêmes chiffres. On espère juste que ce n'est pas les mêmes personnes. Voilà, c'est ça. Qui sont ces 15%? Qui sont ces 15%? Ils sont partout. Donc ça veut dire, c'est pour ça que j'ai des petits problèmes aux cheveux. C'est peut-être ça en fait. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça peut être problématique pour certaines personnes qui s'enferment, qui ne veulent plus voir personne, qui rendent ça les rend asociales au possible. Donc c'est compliqué à vivre. Moi, je l'ai traité sous forme de comédie parce que vaut mieux en rire. Et puis c'est aussi là où je m'éclate. Mais voilà, c'est aussi pour faire connaître ce trouble, quoi. Et Colette m'a confié aussi tout à l'heure qu'elle cumulait entre l'ostéoporose et la misophonie. Et à chaque fois que je fais une émission de télé, il y a toujours quelqu'un qui me dit, soit pendant l'émission, soit après, moi aussi je suis comme ça. Et on n'ose pas en parler. Un peu, mais c'est ça, il y a un côté tabou en fait. Oui, c'est parce qu'on trouve ça ridicule. Et très souvent, c'est considéré comme un caprice. Sauf que pas du tout, c'est une vraie souffrance. En fait, ça peut être une vraie souffrance. Ça peut. Bon. Alors, on voit, vous racontez l'histoire de deux misophones, mais c'est pas parce qu'ils sont deux misophones qu'ils se comprennent forcément. Ça montre aussi toute la complexité du trouble. Exactement. La problématique, effectivement, c'est d'en parler, de communiquer, de se faire comprendre. Et même quand on en souffre soi-même, on peut être aussi émetteur. C'est-à-dire que soi-même, on ne s'énerve pas. C'est la particularité de misophonie. Moi, je peux mâcher comme un goret, un chewing-gum. Ça ne va pas m'énerver. Par contre, si Briac se met à mâcher comme un goret, comme vous dites, ça va être insupportable. C'est ça. Puis il y a des gens plus émetteurs que d'autres, etc. Ah oui, donc il y a émetteur et récepteur misophone. Émetteur et récepteur. Ils appellent ça les déclencheurs. Il y a un seul ouvrage là-dessus. C'est un monsieur qui s'appelle Thomas Dosier, qui a écrit sur la misophonie. Et je me suis inspiré de pas mal de témoignages. J'ai regardé sur Internet, j'ai écouté. Dès que j'en parle, forcément, les gens se confient. Des fois, il y a des choses qui sont très cocasses, quoi. Et c'est source de comédie. Et là, c'est que des situations complètement déjantées, mais c'est une histoire incroyable. Oui, parce que et la chute est totalement inattendue. J'en dis pas plus. Non, parce que moi, j'ai pas fini de le lire. Ah bah oui, justement. Alors, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir. Mais c'est vrai, donc là, c'est une cohabitation. Et, ils sont contraints de vivre ensemble et ça va poser beaucoup de problèmes. Après, je ne vais pas raconter. Ils sont aussi en quête d'amour. Ça parle d'amitié et d'amour. C'est leur point commun. Voilà. C'est la misophonie et la quête d'amour. C'est l'amitié, l'amour et le bruit. Enfin, c'est ça, c'est un voyage. Ça va bien ensemble, en fait. Vous êtes plutôt misophone comme Damien ou comme Alexis? Est-ce qu'il y a une échelle, vous disiez, de 1 à 10 quasiment, et à 10, on devient... Même de 0 à 10. Oui, de 0 à 10, on devient un serial killer à 10, c'est ça? Et à 10, on passe à l'action. On passe à l'action. C'est vrai. Il y a Briac qui commence à se reculer. Moi, je pense qu'il... Dans vos poches, s'il vous plaît. Non, mais... Peut-être que certaines personnes souffrent de ça sans le savoir, parce que la plupart du temps, même souvent on me dit, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne connaissais pas le mot, je ne savais pas, maintenant je comprends, j'en souffre depuis tout petit, et c'est un vrai problème, et pour certaines personnes, ça peut être une souffrance. Moi je suis persuadé, le professeur, je ne sais pas s'il va me contredire, que quand on est stressé, de toute façon on accumule une nervosité, puis notre corps réagit, et on peut s'endommager de l'intérieur. On s'abîme ses organes, on se fabrique des maladies. Et peut-être que la misophonie, parce que souvent elle vient en plus d'une autre maladie, quoi. C'est pas... Bon, après, moi, je suis pas professeur. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré un spécialiste en misophonie. J'ai vu des médecins qui parlaient de ça. J'ai vu un prothésiste, quelqu'un qui faisait prothèse auditive, qui en parlait. Mais en France, il n'y a pas eu d'expérience, de test fait là-dessus, quoi. Moi, je connais pas bien cette maladie. Il faudra demander peut-être aux ORL.
Bah, Oui. il y a un spécialiste, hein, le monsieur qui l'a découvert s'appelle Powell Jastroba, c'est ça? Ouais, mais lui, il est aux Mais États-Unis. lui, il est aux donc États-Unis, c'est un loin. tout petit Oui. peu loin. Est-ce qu'il a mis au point, est-ce qu'il y a des traitements mis au point? Parce qu'on dit qu'il y a des traitements pour l'ostéoporose. Est-ce que pour la misophonie, il y a des tentatives justement de... Oui, alors le seul traitement, ce serait d'associer pendant 9 mois un bruit agréable à un bruit désagréable, mais c'est une contrainte. Déjà, moi, j'essaie de le faire à chaque fois, mais Ah oui. Moi, ça Donc, fait par plus- exemple, manger le popcorn, c'est dès que vous entendez pouvez quelqu'un, mais vous êtes l'associer. au cinéma, vous n'allez pas mettre un... Donc, non, mais c'est ça, après, c'est se créer son... Parce que ce serait aussi comme un réflexe conditionné, un réflexe pavlovien, dès qu'on entend le bruit. Mais des fois, moi, j'entends un bruit qui m'agace, mais je l'entends sans l'entendre, c'est-à-dire qu'il est là, je ne sais pas pourquoi, et je ressens une tension. Et après, je me rends compte qu'il y avait ce bruit. Donc, c'est vraiment, c'est conditionné, quoi. Et donc, ce serait, voilà, d'associer un bruit agréable. Ouais, un bruit... Par exemple, votre voix, par exemple, c'est très agréable. Par exemple, on va dire ça alors. On va dire ça. Donc ce serait un dérèglement du cortex, hein, c'est ça? Cortex singulaire, un trouble neuropsychique, on va dire ça. Et apparemment, c'est cette zone qui est aussi activée lors du syndrome Gilles de la Tourette. Ah oui. Ouais. Donc, Alors on imagine qu'il y a peut-être aussi un peu une part de psychologique, il y peut-être. a forcément parce que... une part psychologique, oui, oui. Il y a une part psychologique, mais il y a Mais il une n'y a part pas que aussi ça. Il y a une part vraiment... physiologique. Ouais. Chez vous, Colette, ça prend... Parce que vous êtes misophone également, vous nous l'avez avoué tout à l'heure, on Oui. peut dire. Ça a quelles implications, la Eh misophonie? ben, que plus personne veut aller au cinéma avec moi. Bon, d'accord. Déjà, c'est handicapant. Mais juste c'est un petit peu embêtant. Donc j'y vais plus non plus. Vous y allez plus. Non. Mais c'est vrai qu'au moment, avant le film, il y a toujours des petits bruits de papier avec des caramels dedans. Puis alors les gens, ils essayent de pas faire de bruit, c'est presque pire. Alors, clac, clac. Alors, on est Du coup, ça dure devant. plus longtemps, la souffrance. On est c'est loin horrible. d'eux, mais on voit tous leurs gestes et on se dit, nom de Dieu, mais tu vas l'ouvrir ton papier. Je vais Alors, t'aider, je vais on t'aider. se le dit, et à un moment, j'arrive au zéro, c'est-à-dire je me lève, Très bien. et Ah oui. j'engueule tout le monde. C'est-à-dire, je leur oui, dis, carrément. écoutez, bouffez vos bonbons, vous avez 3 minutes, mais arrêtez, quoi, après. Ah oui, d'accord. Ah oui, Colette, vous elle est à affirmez. 9 en niveau de... Je suis vraiment Vous passez à l'action. intolérante totalement, Ouais. et c'est pour ça que je suis contente de savoir que c'est une maladie. Ah, c'est pas une maladie, c'est un trouble ça, discret. C'est un trouble. Oui. ouais, Chez moi, c'est ouais. pas discret du tout. Chez vous, c'est pas discret, apparemment, oui. Et donc, je suis considérée comme une intolérante, mais maladive, comme quelqu'un de très infect, de très C'est- asocial. Et il faut reconnaître, même au restaurant, j'ose même pas y aller parce que les deux gamins les bruits qui de vont couverts, commencer à faire tout ça. gna gna, pouf, D'accord. ça tombe. Et puis Oui, Colette, génial. je J'adore. fais, je peux plus rien manger, quoi. Je savoure rien. Ah ouais. Non. Et en plus, j'ai pas l'air aimable. Quand j'arrête de rigoler, Ça va, c'est comme vrai ça que j'ai va. pas l'air aimable. Alors je fixe méchamment le gamin responsable qui, en réponse, se met à gueuler comme un veau. Et les parents me fusillent aussi. D'accord, bon, Mais c'est pas au l'ambiance niveau comme du ça. regard, je m'en fous, je les crains pas. Mais enfin, ça gâche tout, quoi. Ça gâche le plaisir des autres, ça gâche Mais le oui. mien. Mais Donc c'est- je sors plus. C'est là où c'est terrible, c'est que c'est lié au plaisir. C'est Oui, aller au mais c'est cinéma, ça. aller au restaurant, Ouais. manger avec Oui. les gens qu'on aime. Oui. En fait, tous les moments agréables sont pourris par Ah cette oui. misophonie. C'est très rare que j'accepte une invitation parce que Et est-ce qu'on Du vous coup, ça- comprend? Oui, c'est pas ça. du tout. Personne vous comprend. Ah bah non. Et ben maintenant, vous leur direz, attendez, Stop. ça existe. J'ai ma carte. J'ai ma J'ai la carte, je carte. suis misophone. Voilà, il faut faire comme Alexis, il a une solution à un moment. Il y a des petites solutions, C'est mais des petites solutions dans le livre. Alors finissez le livre parce que vous allez voir, il y a des choses. mais vous êtes très proche d'Alexis, hein, le Ah oui, personnage oui. Ouais. Oui. principal. Je Parce qu'à me un moment, suis beaucoup il fait retrouvée. comme vous au cinéma. Ouais. Ouais. Moi, Ouais. franchement, ouais. Et mon père était pareil, et son père était pareil, Ah, alors et un de justement. mes frères est pareil. Ouais. Donc il y a quand même. quand Il y a même peut-être une quelque chose de question génétique. Alors ça, on sait pas, Peut-être en quand fait. même, oui. Ouais. On Moi, est personne dans ma famille n'est. Moi, je suis un cas à part. robinet qui Ouais. fuit ou inaugurez une le- porte qui fait un petit peu ça, comme ça, les Les fenêtres à l'espagnolette. grincements, là. là où- ah oui. En fait, c'est tous Mais les bruits je fonce répétés. comme une dingue, Tout ce qui est je lancinant. comprends Et tout la à l'heure, vous disiez quelque chose d'intéressant, c'est quand le crépitement, quand ils essayent d'être discrets. Ah, c'est pire. En fait, plus c'est, vous voyez, c'est pervers. C'est pervers. Ouais, c'est ça. Plus ça va Ouais. éveiller quelque chose en vous. Ouais. C'est étonnant, parce qu'un bruit assumé, paf, Oui, voilà. c'est Oui. réglé. Alors que Voilà. quand Il ça n'y a plus de dure, problème. Mais ça quand dure, c'est ça lancinant dure, comme ouais. ça, et c'est comme la goutte d'eau. Bah, Ah c'est le ouais. supplice, hein, on Le connaît. tic-tac. Ouais. C'est vraiment un supplice. C'est des petits supplices comme ça. Absolument. Bruno, Donc, est-ce que, voilà. est-ce Les que le- ronflements. Ah oui, ah bah ça. Enfin, Est-ce que le regard des autres a changé? Est-ce que certaines personnes vous ont mieux comprise? Est-ce que vous avez l'impression, justement, on disait en parler, c'est important. En parler dans un livre, Ouais. j'imagine que ça change des choses quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous mes amis étaient au courant, évidemment, Oui, parce que je peux pas se j'imagine. cacher. Puis moi, je suis Vous le quelqu'un de disiez franc. Je suis un peu comme Colette. Ouais. Je dis directement moi, les choses. Je suis sans filtre. J'arrive Ça pas. gagne du temps. J'arrive pas à garder. Ça gagne du Et
Mais je me suis dit, ils ont pas compris. Ils ont accepté le fait que je le sois, mais ils ne l'intègrent pas. Parce qu'après, après, vous n'allez pas changer la façon de manger les gens, vous n'allez pas leur pourrir la vie. Et puis, vous voulez qu'ils soient bien. Mais tous mes amis qui ont lu le livre, ils m'ont dit « Ah pardon, d'accord. Ah oui, on n'avait pas compris que c'était à ce point-là et que c'était aussi problématique pour toi. » Parce que d'un seul coup, on plonge dans un univers. On plonge dans un univers sonore, un nouvel univers sonore. Si vous êtes dans une autre perception, c'est-à-dire que là, je vous parle, mais j'entends le reniflement de monsieur. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que je l'entends parce qu'il est là, il est présent. Mais il n'y peut rien. Il respire, mais après, c'est son souffle, c'est sa vie. Non, mais c'est ça. Mais moi, je l'ai transformé en don. Je me dis, c'est un atout comme Super Jamie quand on est des petits sons. Et je me dis, finalement, j'ai une perception particulière. Dans mes spectacles, je fais des bruitages, je fais des voix, etc. Et je suis très sensible au son. Et je me dis, c'est peut-être un plus, finalement, au lieu de faire un moins, c'est un plus. Voilà. Plutôt que de dire que je suis misophone, dire que je suis ultra sensible au son. Moi, je dis Colette, vous avez un pouvoir. Super Colette. Ouais, c'est super Colette. Et bien Bruno, vous serez en dédicace ce soir à 18h à l'Espace Ouest France à Rennes, en partenariat avec la librairie Le Fayard. Écoutez, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont venir vous voir. Et peut-être certains seront misophones et seront heureux de partager justement avec vous. Ça y est, je suis le professeur Salom. Maintenant, les gens viennent me voir, ils me disent, moi j'ai un problème. Alors je leur précise bien que je ne suis pas médecin, mais ils se confient à moi. J'ai eu un couple une fois qui me racontait, qui m'écoutait parler. Et puis le monsieur dit, t'entends ce qu'il a dit là ? T'entends ? Alors tu vois, et je me dis, c'est dingue. Et j'ai compris que vraiment, il s'était projeté, il identifiait à ce que je disais, à ce que je racontais. Voilà. Ça, c'est un bouquin qui dédouane. Oui. Ah oui. Ouais. Maman, elle a 87 ans et elle me considère depuis ma naissance, ça remonte à loin, comme une emmerdeuse, comme une intolérante, comme une non négociable. Je vais lui apporter le bouquin tout à l'heure en rentrant. Voilà. C'est un bon cadeau à faire, je pense. Ouais. Je veux des excuses. Vos amis qui vous ont demandé pardon, voilà. Ça peut libérer la parole. Maman est une femme absolument adorable, mais c'est vrai que c'est quelqu'un alors parfaitement linéaire, quoi. Donc, c'est pas évident à comprendre pour tout le monde. Hein. Ah Moi, non. dans ma famille, tout le monde n'a pas compris exactement malgré le livre et tout, etc. C'est vraiment pas évident à accepter. Je comprends en même temps. Sa lenteur, sa mesure et sa tolérance et sa bienveillance, je pense, ont mis les nerfs de mon père en plâtre, quoi. Parce que moi-même, j'ai un petit peu de mal avec ça. Bon, il faut respirer, Colette. Il faut respirer. On va se détendre, Colette. On va parler de votre quotidien maintenant, dites donc. Hein, parce que vous êtes aussi atteinte d'ostéoporose, on l'a dit tout à l'heure. Comment vous avez su que vous souffriez d'ostéoporose ? Parce qu'à 50 ans, je crois, il me semble, à quelque chose près, donc il y a 15 ans, c'était la mode. Fallait faire les tests. C'était l'arrivage des nouveaux appareils très... Vous savez, une espèce de grande armoire qui fout la trouille, on vous met là-dedans. Et puis, je ressors de l'appareil. Il n'y avait aucune raison particulière. Je crois que c'était un peu la mode de prescrire ça. Et il y avait sûrement quand même une volonté de prise en charge. Mon poids, je pense. C'était mon poids. Parce que je suis extrêmement légère. Je suis extrêmement légère maintenant, mais j'ai la même silhouette qu'à 25 ans. Mais à 25 ans, ça faisait 48 kilos au lieu de 42. Et donc, c'est à cause de ça, ils se sont dit, il doit perdre quelque chose. Si c'est beau du gras, c'est de l'os. Et en ressortant de là, alors j'ai un beau papier, un beau diagramme et tout. Et je regarde. Et ma ligne à moi osseuse, super, vers 25 ans comme tout le monde. Et puis alors après, mais carrément sous la tombe, quoi. Je dis, ça veut dire quoi, ça ? Il me dit, ça fait dire que vous avez un squelette de 85 ans. À 50 ans ? Ouais. J'avais même pas encore 50 ans. D'accord. Et je lui dis, il y a des gens de 85 ans qui sont quand même encore alertes. Oui, mais s'ils font des choses importantes, ils vont se casser. Je dis, moi, je bricole énormément, je jardine beaucoup, Et il me dit, ça, c'est fini. Il faut plus bouger. Je crois qu'il fallait faire du sport, fallait faire de l'activité. Oui, mais c'était fini. J'avais plus le droit de porter rien. Je prends son ordonnance. Je suis jamais allée acheter le produit. Pardon. Vous allez... Et je suis descendue dans ma voiture, j'ai pleuré comme un veau. Mais un vrai sanglot. Hein. Je me suis dit, ça y est, je suis foutue, quoi. À 50 ans, je peux plus tenir une bêche et appuyer avec. J'étais vraiment déprimée. J'ai appelé un de mes amis qui était un grand professeur de trucs. Et puis il m'a dit, non mais t'inquiète pas, même avec ce qui te reste, t'as de quoi faire. Il dit, la machine, elle se trompe pas. Mais l'interprétation, à cette époque-là, elle est encore sujette à caution. Oui, puis la perception individuelle qu'on peut en avoir, c'est vrai pour la misophonie, c'est pareil. Alors en revanche, à 61 ans, il y a eu le coup de semonce.
Je suis montée sur un escabeau pour tailler des branches d'arbres. Et puis, j'étais pas haut, hein, j'étais sur le 3e échelon, ça tue pas. Hein. Je me suis cassé la figure. Ouais. Et mon tibia, mon péroné ont été coupés en 2 au milieu. Et surtout, mon pied gauche, il est resté dans le jardin. Et là, je me suis dit, oh ben, quand même. Ah oui. Bon, j'ai été réparée. La preuve, c'est que j'ai un vrai pied. C'est mon pied à moi. Oui. Il y a eu un travail formidable fait là-dessus. Mais bon, la sentence, elle est tombée. Et alors, surtout, la suite, c'est qu'une fois qu'on m'a mis des broches et des tas de bazar pour que ça reste en place, on attendait la reconstruction osseuse. Et en fait, un an plus tard, il n'y avait pas une cellule de plus. Ça n'était toujours pas... ça se soudait pas. Donc il a fallu m'enlever un petit bout de ma merveilleuse petite crosse iliaque, qui ne ressemble plus à rien maintenant. Mais enfin, là, ça a marché. Aujourd'hui, vous prenez... C'est curieux, parce que c'était quand même de l'os que t'es pas frais non plus. Hein. Il avait mon âge. Mais ça a marché tout de suite. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Et on ne peut pas injecter des oestrogènes? Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors avant, c'était le seul traitement dont on disposait pendant des années. Mais maintenant, on a d'autres thérapeutiques qui sont au moins aussi efficaces. Les oestrogènes ont toujours un intérêt en prévention, notamment chez les femmes qui viennent d'être ménopausées, parce que, 1, ça diminue le risque fracturaire, et 2, ça soigne les troubles du climatère, notamment les bouffées de chaleur, et c'est le seul médicament. Mais il y a un certain nombre de contre-indications qu'il faut respecter, mais ça peut être prescrit dans ce cadre-là. Autrement, s'il n'y a pas les troubles du climatère, il y a d'autres traitements qui sont très efficaces de l'ostéoporose. Et ce qui illustre votre histoire, je pense que la densitométrie osseuse était tout à fait indiquée, hein, mais ce qui est important, c'est d'avoir un bon dialogue avec les patients, de leur expliquer pourquoi, de répondre à leurs questions, de voir leurs réticences, notamment vis-à-vis des traitements, ne serait-ce que pour prendre les laitages. Il y a beaucoup de patients qui ont des réticences, donc voir, et puis voir si on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on arrive toujours à trouver une solution, mais peut-être que si vous aviez pris un traitement plus tôt, vous auriez peut-être évité la fracture, on ne sait pas. Mais, voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est comme dans toutes les maladies, maladies, c'est le dialogue médecin-malade. Les malades arrivent maintenant en plus avec beaucoup de documents, et c'est très bien. Ils vont voir sur Internet, ils se renseignent, et donc notre rôle à nous, c'est un petit peu de rétablir les choses, de faire le tri, de préciser des choses s'il y a besoin, et puis de construire ensemble un plan de traitement. Ou dessus. À bientôt. Ou de suivi. Je pense très que bientôt. Colette va venir vous voir. Merci beaucoup, professeur Guggenbühl. Alors, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est vous disiez comment on le vit. Oui. Très bien. Bah, je vois bien. Ça fait mal nulle part. Très bien le vivre. Et puis, simplement, je mets un pied devant l'autre au lieu de les mettre ensemble à sauter. Ouais. Mais... Un peu de vigilance quand même. Oui, voilà, c'est tout. ça. C'est Il faut arrêter de grimper dans les arbres. Bah, c'est ça, Voilà, Colette, alors ça faut c'est arrêter. fini. Merci à tous les deux. Bruno, vous qui êtes ultra sensible au son, on va vous faire découvrir des personnes ultra sensibles, elles, aux odeurs. Ça vous est pas étranger parce que... C'est l'hyperosmie. C'est ça rappelle quelque chose. Elles exercent le métier méconnu d'experts en odeurs environnementales. Ça existe, ces experts ne respirent pas toujours des odeurs agréables, vous imaginez bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur entreprise, elle est basée près de Rennes et c'est la seule spécialisée dans ce domaine en France. On va regarder ce reportage de Sylvaine Saliou et de Valérie Chopin. Que le vent d'été, que les ombres... Nous sommes dans un centre de traitement des déchets. Une odeur de boue d'épuration et de déchets verts inonde le bâtiment. Coralie installe son matériel pour prélever ses effluves. Oh, effluves adorés. Avec la perche, en fait, je vais faire le tour. Et comme ça, je vais vraiment prélever à plusieurs endroits. Faut pas hésiter, en fait, à prendre... Là où, vous voyez, là, on voit des fumerolles, faut pas hésiter à aller là aussi. Dans ce centre de traitement, les odeurs sont captées une fois par an. C'est la loi pour que le propriétaire des lieux connaisse et corrige si besoin le niveau de nuisance olfactive. Allez, c'est parti, vous mettez les PDA, s'il vous plaît. Quand d'autres ont le dégoût. Les prélèvements sont analysés par des panélistes. Ils n'ont aucune information avant les tests. Que leur doux parfum accueille. C'est vraiment un constat et un ressenti, leur niveau de réponse. Donc il faut vraiment que ce soit leur nez qui travaille. L'odeur est plus ou moins diluée et ce jury doit déterminer ce qu'il sent. Ce n'est qu'à la fin du test que les panélistes sauront de quoi il s'agit. Intensément j'aspire. On était sur une plateforme de compostage, donc déchets verts et boue de station, donc système de traitement.
On est autour de 200, si je dis pas de bêtises, 200 unités d'odeur par mètre cube. Voilà, c'est ça. On a fait 4 prélèvements en fait sur le filtre. Absolument. Dès la sortie du laboratoire, on est capable d'informer le client et lui dire si oui ou non il respecte les limites que l'administration lui impose au niveau de ses ouvrages, et également de vérifier l'abattement, l'efficacité donc de traitement des odeurs. Dans ce laboratoire, d'autres experts testent des produits cosmétiques. Une grande marque veut connaître l'effet du parfum de ce produit capillaire. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ces mèches-là. Les objectifs sont très différents selon nos clients, mais l'idée c'est de les aider à améliorer la perception de leurs produits finis. Donc ça peut être pour la cosmétique par exemple. L'idée c'est que le produit soit apprécié des consommateurs et nous on va les aider aux étapes de développement pour optimiser les perceptions de leurs produits. Pour moi ça sent un peu le savon. Donc, à quelle intensité? Il y a peut-être une autre odeur? Une odeur un peu fleurie. D'accord. Donc de type phényléthyl alcool. Estelle est panéliste depuis 1 an. Moyenne aussi. On a passé des tests de sélection pour savoir déjà si on n'était pas sujet anosmique, donc qui ne sent rien. Ensuite, après cette sélection-là, on a passé une formation donc, de 6 séances à peu près pour vraiment nous aider, nous apprendre tous les référents. Cette semaine, nous avons demandé à nos interlocuteurs de nous parler de leur métier extraordinaire. Dans l'odeur de moisi, je me trouvais jolie. Les gens s'imaginent toujours qu'on court avec un sac dans les mains, un peu comme la chasse aux papillons. Du coup, c'est marrant à expliquer. Les gens sont assez étonnés. Maintenant que vous êtes dans ce milieu-là, vous êtes plus attentive aux odeurs? On me pose souvent des questions. Tu sens quoi? C'est quelle odeur? Alors, une odeur pour moi, ça sent un peu la viennoiserie. Voilà, une odeur pour moi c'est ça, c'est un déclenchement d'une émotion et d'une envie de quelque chose. Moi je le déterminerais comme ça. On se rend compte que les odeurs sont partout, vraiment dans tous les secteurs d'activité. Quand on va acheter une voiture, on ne se rend pas compte, mais une voiture, ça a une odeur. Et cette odeur est justement travaillée pour attirer les clients. Donc on se rend compte que les odeurs sont partout. Et si on ne veut pas se laisser manipuler par les odeurs, c'est très intéressant de savoir ce qui se cache derrière et de comprendre comment elles marchent. Voilà, maintenant Olivier Norvèze nous a rejoint. Bonjour Olivier, vous êtes Bonjour. médiateur scientifique. On discutera avec vous tout à l'heure de la fête de la Bretagne. Oui. Puisqu'on parle de Bretagne, justement, eh bien, on se tourne vers vous, Briag Gerveno. Vous êtes musicien et chanteur. Oui. Vous êtes aussi le porteur de projet Kengo qu'on soutient cette semaine. Kengo, je le rappelle, c'est la plateforme de financement participatif 100% bretonne. Voilà. Et vous y lancez un appel aux dons pour vous aider à la production de votre 4e album déjà. Ah oui. Voilà. Le premier était en 2011, ouais. Donc j'étais assez productif. Vous n'avez pas chômé, hein? Non, tous les 2 ans à peu près. Pas mal. Voilà, le dernier date de fin 2016 et donc là le prochain je le mène en autoproduction, donc avec une précommande sur le site. Donc voilà, un album qui sera encore différent. C'est vrai qu'à chaque album, j'essaie de proposer des choses assez nouvelles en langue bretonne. Ouais. Alors oui, l'album, cet appel aux dons, alors ce qui est marrant, c'est qu'il est écrit en français, en anglais, en breton. Et la langue bretonne, qu'est-ce qu'elle représente pour vous en fait? C'est ma 2e langue. Hein. C'est la langue de mes grands-parents, de mes parents aussi. C'est la langue que j'ai apprise petit, en même temps que le français. Donc je suis bilingue. Voilà. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Ouais. Donc c'est vrai que très tôt, quand j'ai commencé à faire de la musique, la question du choix de la langue s'est posée. Donc comme beaucoup d'adolescents, j'ai chanté en anglais, parce que j'étais influencé par les groupes que j'écoutais. Et puis voilà, petit à petit, je me suis mis à chanter en breton. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce 4e album, vous allez nous emmener dans un univers musical un peu différent des précédents, même carrément différent. Ça repose sur une très belle histoire. Racontez-nous un petit peu cette histoire. En fait, depuis que je fais de la musique, je me suis souvent produit en groupe et à un moment donné, je me suis aussi produit en solo. Et puis petit à petit, j'ai laissé ça de côté parce que j'ai privilégié la formation en groupe rock. Et puis à plusieurs reprises, quand je me produisais en solo, on me disait ce serait bien qu'un jour tu fasses un disque tout seul, juste guitare et voix. Et je craignais un peu ça et je me disais je le ferai beaucoup plus tard, je sais pas, quand je serai beaucoup plus vieux, je ferai ça. Et puis finalement, ça s'est déclenché à Paris en 2017 puisque je faisais la première partie d'un groupe qui s'appelle Clone, qui est un groupe de métal mais qui a sorti un album acoustique. Et puis à cette occasion-là, il m'avait
invités pour le lancement de leur album à Paris. Et en fait, l'accueil du public a été assez surprenant, puisqu'en fait, les gens qui étaient habitués à me connaître sous le format rock m'ont dit on ne te connaissait pas sous cet angle-là, et c'est super. Et ce serait bien que tu fasses un disque. Donc, j'ai mis ça de côté. Et puis finalement, quand je me suis mis à composer pour ce nouvel album, les musiciens de ce groupe-là m'ont dit pourquoi tu t'essaierais pas de faire. C'est le moment, quoi. Je veux dire, fais-le, quoi. Et donc, du coup, voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, voilà où j'en suis, donc, avec ce projet d'album. Alors, on voit tout de suite ce que donnait sur scène le côté plus rock, plus métal d'avant. Et puis, comme ça, on pourra parler de la suite juste après. On va regarder un extrait du clip de Fallen. Alors voilà, oui, c'était rock et métal. Alors du coup, là, vous allez vers un univers beaucoup plus onirique. C'est une sorte de voyage entre le pays de Brocéliande et les mines polaires de Tromsø. C'est où, Tromsø? C'est une ville en Norvège. En Norvège. J'ai utilisé cette formule-là, en fait, parce que c'est un peu une image. Moi, j'habite depuis un peu plus de 10 ans à l'ouest de Rennes, dans le pays de Brocéliande. Et à force d'y être aussi, ça déclenche aussi certaines choses chez l'artiste que je suis, chez le compositeur. Cette ambiance de forêt, cette ambiance un peu de plénitude, de calme, parce que je vis à la campagne. Et donc j'ai utilisé ce lien aussi avec Tromsø, parce que c'est une ville où je crois que 6 mois de l'année il fait nuit. Et il y a des artistes qui viennent de cette ville-là que j'écoute beaucoup. Et puis depuis toujours, j'ai toujours été très inspiré par les artistes scandinaves dans leur façon d'arranger. Un artiste comme Peter Carlsen. Voilà, par exemple, et d'autres, oui. Donc votre album, là, il va se situer entre le chant breton et puis une musique avec des arrangements un peu plus folk. Voilà, ouais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à composer, je suis vraiment parti sur une base de guitare, folk et de chant. Et puis, petit à petit, j'avais du mal à me dire que tout l'album soit comme ça. C'est pas évident. C'est pas évident de faire des albums purement guitare-voix. Ça demande beaucoup, je trouve, de l'artiste. Puis j'avais pas envie de me limiter à ça. Surtout, j'avais envie de pouvoir apporter des arrangements différents. Et donc, du coup, je me suis entouré d'une violoncelliste, Baya El-Bacha, d'un guitariste électrique qui est venu, alors que je suis moi-même guitariste électrique aussi, mais j'avais envie d'avoir aussi un peu le rôle de producteur sur cet album et puis de confier certaines choses à d'autres personnes, du moins de diriger certaines choses. Et puis, et du piano, de l'orgue. Voilà, j'ai composé des parties piano alors que je ne suis pas du tout pianiste. Je me suis mis à essayer d'arranger pour d'autres instruments. Donc c'est super intéressant aussi. Alors, on peut participer à la production de ce 4e album. Voilà, il faut aller sur la plateforme Kengo. Vous avez besoin de 6 000 €, c'est ça? Voilà, ouais, en tout, le disque va coûter à peu près 10 000 €, donc ça reste une petite production. Mais à l'échelle d'un artiste autoproduit, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Et donc voilà, je fais un appel de 6 000 €. Donc pour m'aider. Il reste combien de jours pour participer? Il reste 28 jours ou 27 jours. On est pratiquement à 60% là, donc j'ai bon espoir d'y arriver. Il faut arriver à 70% au minimum. Au minimum, ouais. Voilà. Bon voilà, l'appel est lancé. Amis téléspectateurs, n'hésitez pas à participer au joli projet de Brieg. Voilà, vous allez participer. Tout le monde. Il faut que j'écoute bien, parce que pour savoir si ça peut s'accompagner avec un son agréable. Avec la misophonie. Ça peut être le son agréable pour vous associer à certaines choses. Voilà. Pourquoi pas y mettre un sampler ton album. C'est ça. On va maintenant partir à la découverte, si vous le voulez bien, d'un hôtel troglodyte dans le Saumurois. C'est une très belle idée de week-end insolite que nous proposent Stéphanie Pagrémo et Fabienne Evin. Petite balade dans le vignoble saumurois pour Alexandra et Antoine. Le plateau de Turcan domine la Loire en plein cœur du parc naturel régional d'Anjou. À quelques mètres sous eux, le domaine de la Vignole, construit à flanc de coteau au XVe siècle, et ses troglodytes, des cavernes creusées à partir du XIIe siècle pour extraire la pierre de tuffeau, emblématique de la région. C'est ici que ce couple de trentenaires va passer la nuit.
Au début, on était parti sur des gîtes, et puis on est tombé sur ce domaine-là. C'était atypique, il y avait la piscine alors qu'on est au mois de mars. Ouais. Et puis, ça avait l'air très spacieux, hein, le côté aussi où on avait l'impression d'être un peu tout seul, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a vraiment l'impression d'être tout seul, quoi. Chacun est dans sa petite maison troglodyte. Ouais. Cet hôtel propose une douzaine de chambres, dont 4 aménagées dans des cavités troglodytiques. L'hôtel joue la carte du charme et de la simplicité, un voyage au centre de la Terre. On ne peut pas ici donner la clé au client et lui dire c'est le deuxième couloir à droite, quoi. Déjà, ça ne se passe pas comme ça. Donc on accueille chaque client, c'est personnalisé et on les amène dans chaque chambre. Les chambres, vous l'entendez, il y a quand même une aération permanente et puis il faut chauffer également en permanence. Et même quand on ferme l'hôtel, on continue de chauffer. On chauffe un peu moins, on continue de ventiler. La pierre, ça vit, hein, ça bouge. Les murs des cavités taillées à la main rappellent l'histoire de ces lieux habités jusqu'au XIXe siècle. Elles servirent ensuite à entreposer le vin. Certaines sont toujours exploitées en champignonnière. On avait un peu la crainte que ce soit un peu froid, un peu austère, et en fait, non, du tout. Donc, une très bonne surprise. À quelques centaines de mètres, le village de Turcan est un immense dédale de galeries, à l'image du musée de la pomme tapée qui perpétue l'histoire de cette spécialité saumuroise. Donc c'était des anciennes familles de vignerons qui habitaient ici et qui tapaient la pomme. Hop. Donc vous pouvez observer qu'il y a toujours le trognon. Donc on est obligé de le garder pour pas que la pomme s'éclate quand elle est tapée. Vous pouvez toucher, vous voyez. Elle reste moelleuse, elle a vraiment perdu que son eau. Il y a un côté très silencieux, puis une température étrangement... je m'attendais à quelque chose de plus humide, plus froid, et en fait c'est une température... tout le temps pareil, quoi. Ouais, c'est plutôt agréable. Ouais, plutôt agréable. Et puis un petit côté grotte, un peu mystérieux, quoi. La piscine, au cœur de la pierre, est une expérience magique. Un bassin de 15 mètres de long et une eau à 27 degrés. C'était vraiment très chouette avec toutes les petites lumières. Et ça fume un petit peu parce que je pense que ça retient plus la chaleur, l'effet que ça soit dans une sorte de voûte en pierre comme ça. Ouais, c'était chouette, quoi. On fait quelques petites brasses avant d'aller se coucher. C'était cool. Vous êtes déjà allé à Matmata en Tunisie. Matmata en Tunisie, où ils vivent sous terre. Exactement. Ouais, c'est super beau. Et là, c'est une belle idée de sortie. Ouais. Moi, je veux vivre sous terre aussi, comme ça, il n'y a aucun bruit. Ah, il y a des bruits, je pense. Il y a des sons. Oui, des bruits de vers de terre. Particuliers. La stalactite qui coule sur la stalagmite. Oui, ça, c'est le supplice. J'ai cru entendre. Il faut 8 heures. Alors, pendant 8 heures, on l'attend. Parce qu'on ne supporte pas, mais on l'attend. Oui, c'est le... Ouais, pire que la goutte. C'est terrible. Vous pensez à tout, hein. Allez, on va parler avec Olivier Norvez de la Fête de la Bretagne. Olivier, bienvenue. Vous êtes médiateur scientifique à la station biologique de Paimpont, qui dépend de l'université de Rennes 1. Tout à fait, oui. Quel est le rôle d'un médiateur scientifique, d'abord? Expliquez-nous un petit peu. L'idée, c'est vraiment de faire du transfert de connaissances. Alors, en gros, c'est rendre accessible la science à tout le monde, donc compréhensible, et aussi que les gens puissent y participer. C'est pas juste transformer un discours qu'un scientifique peut élaborer en quelque chose de plus palpable, en tout cas plus compréhensible pour tout le monde. C'est vraiment aussi faire participer le citoyen dans un projet de recherche. Voilà, c'est ne pas réinventer la roue, mais essayer de travailler tous ensemble. En grosso modo. D'accord. Alors vous travaillez à la station biologique de Paimpont. Quel est son rôle à cette station biologique? Elle a une fonction particulière? Tout à fait. Elle a l'historique à peu près. Ça fait 50 ans qu'elle existe, la station. Elle a été construite sur Brocéliande. En tout cas, on est perdu dans Brocéliande pour justement la diversité de paysages qu'il y a. Donc les missions sont vraiment de l'appui pour les équipes enseignantes, donc des stages terrain qui se font de l'université de Rennes 1, mais pas tout, plein d'universités. Il y a de l'appui à la recherche, de l'accueil de séminaires pour des groupes professionnels et aussi donc depuis peu de la médiation scientifique, donc avoir un lien de station de territoire pour vraiment comprendre quels sont les besoins et comment on peut aider en tout cas ces besoins avec les différents acteurs du territoire. Très bien, écoutez, on s'était rendu là-bas, on va regarder un reportage et puis on vous retrouve juste après. Ça marche. L'une de nos équipes y était allée, Antonin Billet. Ça chahute fort autour des microscopes. Dans ce laboratoire, on étudie insectes, escargots et autres rampants, une vie qu'on écrase parfois du pied sans en soupçonner la richesse.
Ça leur montre qu'il n'y a pas qu'un seul escargot, qu'il y en a plein. Donc ouais, c'est intéressant. Puis ça rend les choses concrètes aussi. Et pour rendre la nature encore plus concrète, il faut parfois filer la métaphore, ouvrir l'appétit pour la science. Vous, quand vous mangez une glace, vous aimez bien manger un petit peu de chocolat, un petit peu de vanille, vous aimez bien manger un peu des deux. Ben, la plante, c'est pareil. Quand elle pousse, au début, c'est super bon, elle est super contente, puis après, c'est un peu moins bon. Et ce sont eux qui entrent alors en action. Les vers de terre sont de fameux cuistots. En remuant le sol, ils mitonnent un repas savoureux pour les plantes. Moi, j'aime bien travailler avec les enfants et tout ça parce que c'est eux qui, plus tard, seront riches de tout ça. Donc, du coup, je trouve que c'est important de les sensibiliser directement et que eux sachent toute l'importance de la science et de la recherche que l'on fait. Les plus grands, ce sont les primates qui les fascinent. Les attitudes d'un singe sont plus proches de l'homme que les louvoiements d'un lombric. Oui, il fait déjà plus vivant que les vers de terre. Ça bouge beaucoup et c'est un peu plus intéressant que d'autres petits insectes. Là, on les entend faire du bruit, on les voit vraiment bien bouger. C'est beau cette façon que Sarah, par exemple, tout à l'heure avait de transmettre sa passion pour la science. Complètement. Non, on est bien entouré, on a des très bonnes équipes de recherche, en effet. Ouais. Elle travaille justement sur l'OPVT, donc c'est un observatoire participatif des vers de terre. Donc c'est vraiment... C'est incroyable, ça existe. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre. Ça peut être rigolo. Mais non, l'idée, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment accueillir le public pour des programmes de recherche. C'est-à-dire que le public, les professionnels comme les agriculteurs, peuvent participer à des projets de recherche et donc dire, tiens, j'ai tel ver de terre dans mon jardin en fonction des protocoles, etc. Donc c'est un programme de sciences participatives. Formidable ça. Alors c'est ça l'esprit de la fête de la nature, hein, c'est la 13e édition. Tout à fait, oui, complètement. Elle aura lieu du 22 au 26 mai en Bretagne. Vous allez proposer quel type d'animation ? Alors nous, on va proposer à peu près 5 activités. Enfin, c'est pas à peu près, on va proposer 5 activités autour de la station, à la station et sur Pimpon et Pélan-le-Grand. Donc ça va être aussi bien des sorties nature pour découvrir la biodiversité qu'il y a autour de la station. Donc que ce soit des vers de terre, des reptiles comme des serpents, des amphibiens. Il va y avoir aussi des jeux de piste, donc proposés par le CPIE avec qui on est en collaboration. C'est une association qui a pour but de sensibiliser à l'environnement. Donc eux, ils vont faire Pélan-le-Grand, des activités donc, de jeux de piste vraiment ludiques pour comprendre c'est quoi cette biodiversité, cette nature. Il va y avoir des cafés des sciences, donc où on va parler pourquoi l'humanité a besoin de cette nature, justement, parce que c'est pas juste un décorum, on va dire, on fait partie intégrante de cette fameuse biodiversité et donc pourquoi l'homme est dépendant de ça. Donc plein d'activités, toutes gratuites, sous réservation. D'accord. Bon. Et donc on va sur le site de la Fête de la Bretagne ? C'est le site de la Fête de la Nature. Et après, on tape, il y a un moteur de recherche et donc on tape Station biologique de Pimpon. On va tomber sur les différentes activités qu'on propose. Et après, sur la Bretagne, c'est aussi tout un tas d'animations. Ah ouais, c'est à peu près, je crois que c'est 250 animations au total. Organisées par, on va dire, 50 structures différentes, donc aussi bien des associations que des collectivités, que des universités comme nous. Donc c'est vraiment un beau moment pour promouvoir cette importance de la nature, surtout récemment avec le dernier rapport qui a été fourni par les experts internationaux. Combien d'espèces sont menacées actuellement ? On va dire, c'est à peu près 1 million d'espèces qui, à court, moyen terme, pourraient... pas totalement disparaître, mais en tout cas chuter au niveau des populations. Mais c'est énorme, sachant qu'on est à peu près sur 2 à 3 millions d'espèces décrites, donc c'est à peu près la moitié potentiellement qui sont en sursis, on va dire. Et principalement dû, on va dire, à des effets de l'homme, quoi. Donc malgré ce constat réaliste et pas très drôle, il y a plein de choses justement qu'on peut faire, et justement c'est aussi l'occasion, via la Fête de la Nature, de proposer des actions, donc au travers de sciences participatives, donc comment les citoyens peuvent s'impliquer dans des programmes de recherche, montrer c'est quoi, là, tout simplement, donner un nom à ce qui nous entoure pour essayer de mieux le comprendre, et en général, quand on le comprend mieux, on a tendance à mieux le protéger, ou en tout cas mieux l'appréhender pour le sauvegarder, quoi. Vous ciblez en particulier la jeunesse. Est-ce que vous avez justement des techniques adaptées pour les sensibiliser encore plus à la protection de l'environnement ? Ah oui, complètement. On a vu la méthode de Sarah, voilà. Qui est très très bien. Donc, On devrait la faire breveter, ça m'étonne. Ouais. Ah oui, complètement. C'est une championne. Non, l'idée c'est, on essaye principalement pour les scolaires, les enfants, le public plutôt en bas âge, enfin pas en bas âge mais plutôt jeune.
Mais après, tout le monde, parce que tout le monde peut avoir un impact, évidemment. Il y a des métiers, des corps de métier qui ont un énorme impact sur l'environnement, volontaire et involontaire, mais ces personnes-là ont besoin d'être éduquées au bon sens du terme sur ces notions de biodiversité. Et en aucun cas, on pointe du doigt c'est telle personne ou telle personne, mais c'est vraiment plutôt, on tend la main, on les accompagne pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette nature, en fait. Merci beaucoup, Olivier Norvez. On va tous forcément aller faire un petit tour sur le site de la Fête de la Nature et donc il y a tout un tas d'animations partout sur les 4 départements bretons. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Donc, voilà, vous reviendrez avec plaisir. Vous connaissez bien la Bretagne, Bruno, ou pas J'ai envie de découvrir encore plus, je ne connais pas assez. Bon, là, faut revenir. J'ai de la famille à Vannes, mais sinon... Alors, il faut revenir. Et en tout cas, on vous retrouve aujourd'hui à 18h à l'Espace Ouest France, rue du Pré-Beauté à Rennes, en partenariat avec la librairie Le Fayère. Puis, je suis sûre qu'il va y avoir plein de gens à venir vous voir, c'est certain. Avec plaisir. Et on ne peut que conseiller ce livre, Les Misophones, comme le dit Colette, c'est un cadeau à faire à beaucoup de gens. Ah oui, c'est un cadeau, ça peut vraiment sauver. Je suis bien d'accord. Moi, j'aurais voulu lire ça quand j'avais 30 ans, quoi. Parce que j'aurais pu opposer quelque chose en disant que c'est pas de la mauvaise volonté c'est pas le bonheur de faire chier le monde, quoi. Pardon. Merci beaucoup. C'est le mode d'emploi, c'est bien. C'est ça, exactement. Allez, en vue d'une prochaine. Il y a un lien avec la nature aussi, ce qu'elle a fait. Exactement. On va pas dire, mais... Non, faut pas dire. Il y a des vers de terre un peu. Ok, d'accord. Vous faites un focus sur les vers de terre, en fait. Oui, les vers de terre qui sont très présents dans mon prochain spectacle, les vers de terre. 37. 37 vers de terre. C'est un privé de joke, là, vous voyez. Je sens. Les gens ne peuvent pas comprendre. Vous viendrez nous voir pour le prochain spectacle. D'accord, on fait comme vive ça. Les vers de terre. Allez, vive les vers de terre. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, mercredi à 10h50. Nous vous ferons découvrir tous les secrets des plantes comestibles. Et oui, vous verrez ça. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.